Sans plus attendre, je vais passer la parole à Stéphane qui va vous présenter dans un premier temps Madagascar pardon, d'une façon générale. Et puis ensuite, on s'arrêtera, on fera un petit focus sur le Macaï. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour à toi Damien, merci de me donner la parole. Bonjour à vous qui êtes là en ligne. Je suis actuellement à Madagascar en espérant que le son et l'image soient bonnes. Donc voilà, simplement, moi je rebondis sur la première image qu'on voit là, Madagascar, pour rappeler à ceux qui ne le connaissent pas, est présente dans l'océan Indien. On a 1 heure et demie de vol à peu près de la Réunion. On va parler du Macaï tout à l'heure, mais la petite tache rouge et le petit point rouge qu'on voit en bas à gauche de cette carte-là représentent le Macaï, qui est à lui seul est plus grand que l'île de la Réunion. Donc, vous voyez un petit peu l'immensité de cette île-là qui est plus grande que la France, et le Luxembourg et la Belgique réunis. Quatrième plus grande île du monde, Madagascar est présente avec une grande partie côtière, une grosse diversité, de par ses ethnies, qui comportent 18 ethnies différentes, et puis de par sa géographie, donc une grosse barrière centrale montagneuse, et puis une diversité côte est sous le vent, un petit peu similaire à la Réunion, plutôt une partie tropicale humide avec de grosses forêts, même si effectivement la grosse problématique actuellement à Madagascar est la déforestation. Et puis sur la partie ouest où se situe le Macaï, on se rapproche un petit peu de l'Afrique, du Bénin, du Mali, dans sa morphologie, dans sa culture et puis dans sa géographie. Donc voilà, nord au sud, Madagascar, c'est 1600 km à peu près. Et puis sur la partie est-ouest, donc en largeur, on est sur sa plus grande largeur, on est sur quelque chose de 500 km. Voilà. Madagascar, donc comme je vous le disais, 18 ethnies différentes avec des contrastes en termes de physionomie de la population. On la surnomme l'île aux mille sourires parce qu'effectivement, quand on traverse Madagascar, quels que soient les lieux, le peuple malgache vient à vous et quels que soient les itinéraires, dont le trekking ou les treks qu'on organise dans le Macaï, voilà, la réflexion de l'ensemble des voyageurs, c'est ce côté jovial des Malgaches et prêt à tout pour rendre les voyages ou le voyage intéressant, avec des sites totalement différents les uns des autres. Ce que je disais à Damien et son équipe tout à l'heure, c'est que la plupart des voyageurs qui viennent à Madagascar, au cours d'un seul et même voyage, voilà, on a des retours ou des projections sur des pays qu'on a pu faire à travers ces voyages précédents. On va parler ou comparer certaines parties de l'est de Madagascar qui est plutôt risicole. Donc on va la comparer à l'Asie du Sud-Est. Et puis voilà ce qu'on voit sur la photo avec les baobabs. Quand on bascule sur l'ouest de Madagascar, ben, on se rapproche de la partie côte ouest de l'Afrique. Et puis voilà, on parle souvent de l'Afrique avec ses baobabs. Eh bien, il y a 8 espèces de baobabs dans le monde, donc 6 espèces qui sont représentées à Madagascar. Donc il y en a une en Australie, une en Afrique et les 6 autres espèces à Madagascar, avec des sites géologiques qui sont exceptionnels. Je crois que Madagascar, c'est le paradis des entomologistes, mais aussi le paradis des géologues, puisqu'elle s'est détachée à peu près il y a 160 millions d'années du Gondwana pour venir se figer là où elle est actuellement, pendant que les Seychelles et l'Inde continuaient leur progression vers la partie nord-est. Et de par l'évolution géologique, il y a eu une période volcanique, et ben on retrouve une grande variété de roches qu'on peut trouver dans d'autres pays, mais là, dans un seul et même pays, quand on travaille, nous, avec des géologues, eh ben, ils nous le disent qu'effectivement, les accès à certains sites ne sont pas forcément très simples, mais ils retrouvent bon nombre de topologies, de types de roches dans un seul et même pays, contrairement à leur déplacement habituel. Madagascar reste une destination prisée pour tout type de voyageurs. C'est le paradis. Alors moi, je suis accompagnateur français, j'ai un brevet d'état d'accompagnateur en moyenne montagne, et c'est un terrain de jeu exceptionnel pour tout type de trek. Le massif du Macaï, qui fait 4000 km², rien qu'à lui seul, propose déjà une belle approche de trekking,
mais l'ensemble du pays nous amène à proposer j'allais dire, d'autres thématiques de trek, de la forêt, du désert, comme dans le sud de Mada, où là, la frange, la photo qu'on voit là, qui est située sur la partie sud-ouest, la frange ouest entre Murundav et Tuléar propose ou pourrait proposer des treks qui s'apparenteraient vraiment au Sahara, puisqu'on a une grosse partie désertique sur la partie ouest, avec des grosses difficultés d'accès, ce qui fait un petit peu aussi la richesse des séjours qu'on peut proposer. C'est sur un pays qui est aussi grand et vaste, le réseau routier reste très faible en termes de routes bitunées. Donc, on a des grands axes qui sont dans le nord-ouest, dans le nord-est, pardon, qui est Diego, et la ville qui est située à son extrême sud-ouest, qui est Tuléar, sont séparées de 2500 km. Donc, ça, c'est une grande route nord-sud. Et puis, est-ouest, voilà, on a 2 routes nationales. Mis à part ça, sur un pays qui est plus grand comme la France, ça n'est que de la piste. Donc, effectivement, quand on veut accéder à ces sites qui sont exceptionnels, bien souvent, nous qui en parlons, on prévient effectivement nos voyageurs qu'en fonction des saisons, les accès à ces sites-là peuvent être rendus difficiles, voire impossibles. Alors là, moi, je me trouve actuellement dans la partie nord de Madagascar, sur l'archipel de Nosy Be. On vient de faire une prospection dans un goutre traditionnel. Donc là, on l'a choisi puisqu'on a commencé la période des pluies actuellement. Et c'est des sites qui sont accessibles par la mer. Le Mackay, à l'heure actuelle, fin décembre, est difficile. Effectivement, en termes de visites possibles au pluriel, quelle que soit la zone concernée, la périodicité de la période des pluies va faire que certains sites seront inaccessibles. Les signes de Meimara, le Mackay, toutes les parties Marwanset, donc la partie nord-est de Madagascar, au sud de Diego, toute cette partie-là entre, j'allais dire, mi-novembre, en fonction du début de la saison des pluies, fin novembre, mi-novembre, fin novembre, et jusqu'à fin mars, beaucoup de sites à Madagascar sont rendus inaccessibles. On peut, une fois qu'on y est allé, voilà, si on parle de trek, on peut progresser, mais voilà, la partie accès 4x4 devient très difficile. C'est pour ça que certains sites et beaucoup de sites sont fermés. Il n'en reste pas moins que, voilà, comme je vous dis, Nosy Be ou la partie ouest, Murundav, reste accessible toute l'année. On évite Madagascar, on évite de proposer Madagascar à nos voyageurs février-mars. Pourquoi? Parce que là, on est encore dans la période des pluies, mais on est surtout sur la période cyclonique. Les périodes cycloniques qui ont dérivé depuis quelques années, voilà, nous empêchent et nous interdisent de proposer Madagascar en février-mars. Voilà. Donc, je vois un petit peu le timing. Je vais embrayer sur la partie Mackay. Les séjours qu'on propose avec Tamera sont 2 treks totalement différents. C'est qu'effectivement, on a un trek qui veut dire qu'on a un accès au massif du Mackay en 2 jours pour pouvoir y aller. Rappelez-vous la carte, on est dans le sud-ouest, dans le centre sud-ouest plutôt de l'île. Il nous faut à peu près 2 jours pour y aller. Une grosse première journée en quittant Tana pour arriver à Miandrivaz. Voilà, il faut compter à peu près 9 heures de route. Une nuit dans un très bon hôtel. Et puis dès le lendemain, voilà, il nous reste 2 heures de bitume pour accéder à la ville, à la porte d'entrée nord du massif qui s'appelle Mandrenarive. Et puis voilà, on sort de cette ville-là, on attaque tout de suite la piste pour arriver dans cette deuxième demi-journée, après 4 heures de 4x4, au premier village où là on s'arrête et on rencontre nos porteurs et nos pisteurs. Cette demi-journée-là, elle peut être aléatoire en fonction de l'accessibilité des pistes. Effectivement, si on choisit un trek au mois d'avril, où là on sort de la période des pluies, en termes de végétation, d'approche faunistique, voilà, il y aura beaucoup plus de vie que si on choisit un trek dans le Mackay en juillet et août, où là on est dans la période hiver austral, où voilà, les lémuriens qu'on voit, le lémur sifak là, ou le lémur refifron, c'est les deux espèces les plus facilement observables dans le Mackay. Et ben voilà, en juillet et août,
ils ne sont pas forcément faciles à voir. Pourquoi? Parce qu'ils montent en hauteur dans la canopée. Et voilà, ça n'est que quand le soleil montre son nez qu'il commence à vivre. Par contre, l'accessibilité est rendue beaucoup plus simple. On voit aussi à l'image qu'il y a des baobabs. Donc, on ne peut voir et on ne pourra voir des baobabs, puisque nous, on propose le Mackay avec Tamera sur un axe nord-sud. On ne pourra voir ces baobabs qu'à la sortie du Mackay, puisqu'à l'intérieur du massif, il n'y a pas ou très peu de baobabs. Donc voilà, on a une approche trek qui se fait en 2 jours. L'idée était d'arriver très vite aux abords du massif, sur les contreforts nord-est, pour vous éviter, à vous trekkers, qui êtes là pour marcher, de trop longues journées de 4x4. Et le deuxième soir, après avoir quitté Tana, eh ben, on arrive dans un premier village où on rencontre nos porteurs et nos pisteurs. On estime voilà, à 2 ou 3 porteurs par trekker. On part à 10 trekkers, on estime à 20, 22 porteurs qui partent avec nous tout le long du trajet pendant les 10 jours de trek. Et puis on va bivouaquer dès le premier soir. Après avoir fait la répartition des bagages, ben voilà, on va bivouaquer comme 100% des bivouacs à proximité d'une rivière. À savoir que malgré ce qu'on voit à l'image, là, la hauteur d'eau des rivières dans le Mackay, si ce n'est en ce moment, c'est-à-dire décembre, janvier, février, ben, la hauteur d'eau est très faible. Voilà, au maximum, on aura de l'eau jusqu'à mi-mollet, mais toujours une présence d'eau, jamais de rivière sèche sur ces lits de rivière, et puis toujours des bivouacs à côté, des bivouacs sur berge. Et puis, ben voilà, cette progression, elle va se faire en plusieurs étapes et sous plusieurs aspects. Donc, on le voit à l'image, contrairement à ce qu'on avait vu tout à l'heure, qu'effectivement, on a une partie aquatique, mais on a surtout des rivières sèches, puisque le Mackay est un des gros bassins versants de Madagascar qui fournit et qui alimente de nombreuses rivières. Alors, pour ceux qui sont déjà venus à Madagascar, on a la partie, c'est marrant parce que j'en parle et on voit ces deux, donc notre pisteur qui est en t-shirt bleu, un Jack là, qui remonte ce cours d'eau. 200 mètres plus loin, on arrive à la résurgence de la rivière Murundav, qui est un fleuve qui viendra se jeter 200 km au nord-ouest de ce site-là, dans le canal du Mozambique. Donc, on a la possibilité d'arriver à ces parties aquatiques. Mais pour arriver à ces parties aquatiques, eh ben voilà, on a des parties sommitales. On va traverser certaines crêtes parce que le Mackay se doit d'être vu aussi du ciel, puisqu'on le surnomme le cervelet. Et effectivement, quand on arrive sur les parties hautes, on comprend réellement la signification de ce terme-là. Et puis, de temps en temps, en fait, nous, l'idée, c'est qu'on vous propose un trek varié dans son ensemble pour que vous compreniez un petit peu la complexité et la diversité de ce massif-là, qui reste difficile, mais pas inaccessible. Donc, une partie sommitale, une partie traversée on traverse des rivières. Souvent, on remonte ces rivières-là, mais comme il n'y a pas énormément d'eau, ça reste facile. Et puis, voilà, la photo qu'on voit, c'est le seul bivouac qu'on propose en partie haute. Je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé la conversation, que la plupart de nos bivouacs, voire 95%, se faisaient sur berge. C'est le seul bivouac qui se fera en partie haute, où effectivement, quand on a les lueurs du soleil, le coucher de soleil qui arrive, voilà, on a des ombres et des couleurs exceptionnelles qui se projettent sur les parois. Le reste du temps, on sera à côté des berges. Donc, l'idée pour vous et pour nous, c'est de vous proposer les divers aspects du massif. Et puis, il y a une des parties, puisque voilà, nous, après quelques années de trekking, il y a une des parties que bon nombre de trekkers n'avaient pas ou avaient daigné ignorer, c'est les traversées de canyons secs. Donc, on est entre des parois, le soleil chauffe ces parois, chauffe ce sable-là en cours de journée. Bien souvent, quand on y arrive, c'est en début d'après-midi, grosse chaleur. Je vous parlais de l'hiver austral, juillet-août. Malgré le fait qu'on soit en hiver austral, les après-midi restent très chaudes. On est dans les 30 degrés à peu près, sans air, sans eau,
alors que les nuits, juin, juillet, août, sur la partie hiver austral, sont relativement très fraîches. Dans certains canyons, on peut arriver à 5 degrés la nuit, alors que quand on propose ces treks-là en avril ou au mois d'octobre, ça reste beaucoup plus clément. La journée, on peut monter à 35-38 degrés la journée. Le soir, ça reste, j'allais dire, très sympathique avec des nuits fraîches, mais pas froides, aux alentours de 15 degrés. Je me sers un petit peu des clichés pour que ce soit fluide. Donc voilà, comme je vous disais, le trek en lui-même est une approche régulière. C'est des journées de marche de 3 heures à 8 heures en fonction de votre allure de marche, puisque nous, l'idée avec notre guide et notre pisteur, c'est de s'adapter à votre allure. L'idée aussi, c'est pas une course contre la montre, donc on essaye de vous proposer des pauses régulières et puis des observations. Quand on rencontre une flore plutôt sympa, des espèces d'oiseaux, il y a plus de 100 espèces d'oiseaux dans le Mackay, ou voilà, ou des lémuriens qui sont là, qui sont relativement faciles d'approche, surtout la jumelle. Le camp de Menapanda qu'on approche en fin de parcours, ils sont habitués, de par les expéditions scientifiques qui se font dans cette forêt de Menapanda, ils sont habitués à côtoyer un petit peu l'être humain. Donc voilà, ça reste accessible. Ça, c'est sur la partie trek. Donc, une partie, j'allais dire, fluide dans la mare, accessible. On vous propose du matériel bâton, parce que beaucoup de sable dans l'eau. Et effectivement, pour que ça rende agréable et que vous évitiez d'avoir des ampoules, ben voilà, on vous propose, voire impose du matériel adapté à ce massif-là. Et puis, il y a une deuxième partie qui est proposée par Tamera, c'est la partie aventure, où là, moi, je parle plus de trek, mais je parle de progression. On parle plus de kilomètres, mais on parle de temps de trajet. On a des cordistes avec nous. On travaille des talkie-walkie. Sur certains bivouacs, voilà, on a des parois de 35 mètres à descendre dans des goulets, totalement sécurisés, parce que pendant que on part avec vous sur une boucle, ben voilà, nos cordistes préparent les descentes en rappel. Et quand on arrive sur ce goulet, qui est en général proposé le 3e jour, ben voilà, on vous équipe, vous êtes chacun avec un baudrier. Et puis en contrebas de ce goulet-là, eh ben voilà, vos tentes vous attendent. C'est vraiment la partie physique qui diffère le trek dont je vous ai parlé tout à l'heure et le trek aventure, où on a voilà des parties cordes, pas de l'escalade, mais de franchissement de blocs rocheux, parce que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion ou la chance de voir les images aériennes du massif du Mackay, mais comme je vous disais tout à l'heure, on le surnomme le cervelet. Ça occasionne énormément de canyons fermés ou difficilement ouverts, et à nous de les franchir par divers moyens. Donc on a la corde, on a ces blocs rocheux qu'on se doit de franchir, et puis de temps à autre, en fonction de la période des pluies et des aléas climatiques qui se sont précédés pendant la période des pluies, et ben on a souvent des parties aquatiques à franchir, des canyons, où là on vous fournit des sacs étanches. Et ce qui occasionne, voilà, en fonction du niveau du groupe, du nombre de personnes, eh ben, des temps de trajet qui peuvent différencier du programme qu'on vous a proposé. Donc voilà, on vous donne des temps de trajet estimés sur le terrain. Après, l'idée est de s'adapter. Sur un parcours trek aventure, on essaye de partir très tôt le matin pour qu'on puisse arriver à notre bivouac vers 15 heures. Voilà, pour qu'on puisse profiter aussi des campements, mais en fonction de l'allure du groupe, ben voilà, ça nous laisse une petite inertie de 2 heures pour que voilà, on prévoit les arrivées au bivouac entre 15 heures et 17 heures. Je me répète, la partie aventure est réservée à des gens qui sont sportifs. On l'a fait, nous, régulièrement avec des personnes qui venaient de la Réunion ou des expatriés à Madagascar pour tester ce séjour-là. Effectivement, ils avaient déjà fait du trek dans le Mackay, jamais dans ces sites isolés, puisque par le biais de ce trek aventure, ben, on vous donne accès à la réalité du Mackay, tel que nous on le conçoit, c'est-à-dire ces canyons engagés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer aux questions, si tu veux bien, Stéphane. Il y en a. Allez-y, ouais. Donc pour rebondir avec ce que tu disais et avec cette région du Mackay, donc
est-ce qu'il est possible de faire des voyages Madagascar sans trekking? Et si oui, en fait, sur quelle partie de l'île? Oui, 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 tout à fait. Enfin, vous imaginez la taille du pays, c'est immense et je crois que c'est la richesse du pays, c'est qu'on est capable d'offrir toute thématique de voyage, quelle qu'elle soit, à Madagascar. Donc, on peut vous faire traverser ou descendre des fleuves en pirogue traditionnelle ou en chaland à moteur. On peut vous faire traverser, j'allais dire, des circuits totale sécurité. J'allais dire, quand je parle de sécurité, c'est qu'on on sort pas des sentiers battus comme le Macaï. On n'a pas besoin de 4x4. Donc, on vous fait visiter des grands sites de Madagascar comme la RN7, la route nationale 7, pardon, qui est un des sites les plus prisés de Madagascar. Ça se descend en 15 jours. Et à travers ce circuit-là, on a la possibilité de vous proposer visite de parcs nationaux, des artisans, des séjours chez l'habitant pour ceux qui le souhaitent, des descentes en train comme la partie sud-est qui propose encore un accès entre la partie sud et la partie sud-est, l'océan Indien, par une des Micheline, qui est une des plus vieilles, qui a été prédite par la France. Donc, on, on navigue dans des wagons qui ont plus de 100 ans. Je crois que c'est ce qui fait la richesse de Madagascar. Là, je me trouve à Nosy-Be. On est capable de proposer à Nosy-Be des séjours en hôtel pour rayonner autour de ces hôtels-là, faire de la plongée, faire de la pêche, faire du trek, ou alors partir comme on a fait nous 3 jours en bout pour aller visiter ces îles et ces archipels au fond exceptionnels. Ou pour ceux qui préfèrent un peu plus de confort, eh ben, on a des options en catamaran. Voilà, je crois que la richesse de Madagascar, c'est de répondre à un bon nombre de demandes tout aussi différentes les unes des autres. Et du coup, est-ce qu'il est possible de loger chez l'habitant et est-ce qu'il est possible de participer à des fêtes locales justement avec eux? Oui, ça commence. Hein, nous, c'est notre travail qui habitons sur place, c'est de référencer un petit peu ces habitants qui sont à même de recevoir. Là, à l'heure actuelle, on est capable de vous faire loger chez l'habitant, de vous proposer même des séjours en immersion, en totale immersion. Vous allez vivre chez l'habitant, vous allez les semer ou piquer du riz avec eux, vous allez griller le café, enfin, vous allez passer du temps avec eux. La seule obligation que je demande à ces malgaches, là, quand on propose des séjours en immersion, c'est effectivement l'hygiène dans les toilettes et voilà, c'est la seule obligation que je leur demande. Chez eux, en général, c'est toujours propre. Sur les toilettes et les douches, ça, c'est notre rôle de les aider à améliorer leur sanitaire pour que vous, voilà, ça soit un minimum confortable et que vous puissiez avoir voilà, accès à des sanitaires corrects. Et les retours sont très bons. Sur les parties faites, eh ben les parties faites, j'allais dire, c'est un peu comme chez nous. Ça reste des choses figées dans le temps. Il faut les prévoir, il faut les programmer. Et il y a des fêtes traditionnelles qui se font régulièrement tous les ans, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans. À partir du moment où on a une demande spécifique sur voilà, un séjour art et tradition, nous, on s'adapte et on essaye de caler ce séjour-là en fonction des fêtes traditionnelles sur un endroit choisi au préalable avec le voyageur. Alors une autre question là qui concerne en fait la sécurité, bon je pense de manière générale et j'ajouterais quelque chose donc on a vu dans les photos une grosse araignée. Est-ce qu'il y a bon puisque la faune à Madagascar est très très variée, est-ce qu'il y a voilà des animaux un peu dangereux type araignée, scorpion, serpent, voilà comment voilà, je pense deux aspects sécuritaires plutôt d'un point de vue donc général sur le pays et puis d'un autre d'un point de vue plutôt faune et certains animaux qu'on peut rencontrer au cours des treks. Moi j'aime à dire à nos voyageurs que les 2 seuls animaux qui sont réellement dangereux à Madagascar sont le crocodile du Nil, donc une bête de course hein, pour ceux qui le connaissent. Dans le Macaï, il y en a, mais là on vous en voit marcher, très difficile d'approche. Donc on peut de temps en temps voir des traces, mais dans le Macaï, c'est très difficile d'en voir. Il y a des lacs au sud où se trouvent des crocodiles, mais nous, on a refusé d'y aller
puisque les locaux ont brûlé tout ce qu'il y avait à voir de forêt aux alentours. Donc, j'ai estimé à titre personnel qu'il n'était pas envisageable, ne serait-ce que pour voir des crocos, d'aller dans ces sites-là parce qu'ils sont dégradés. Dans certains fleuves comme la Tsirébine, le Manambou, le canal des Pangalan, il y a des crocodiles. On peut en voir régulièrement en fonction des époques de l'année. Des époques de l'année. Ça reste dangereux, surtout pour les locaux. Nous, quand on envoie des gens, que ce soit en trek ou dans des circuits classiques touristiques, il n'y a aucun danger. On sait, on vous emmène. Et voilà, le deuxième animal qui est réellement dangereux à Madagascar, c'est nous, l'homme, qui, à grande échelle, est en train de détruire à vitesse grand V ce pays aux richesses multiples. Voilà, c'est les deux seuls animaux qui sont dangereux. Je voyais qu'il y avait une question sur les scorpions. Il y a des scorpions, il y a énormément d'espèces de scorpions à Madagascar, il y a énormément d'espèces de serpents à Madagascar. Aucune d'entre elles ne sont mortelles. Si effectivement vous vous faites piquer par un scorpion, voilà, vous allez avoir une grosse fièvre, vous allez être alité pendant quelques heures, voire une journée, mais pas de gros danger par rapport à ça. Quand vous traversez des zones à risque, je m'entends, c'est-à-dire que là, on estime qu'il y a des scorpions, comme dans les Tsing de Lankarn, sur la partie nord-est de l'île, ben voilà, les guides sont prévenus et on vous dit, ben voilà, on vous interdit de marcher pieds nus ou en sandales, on vous conseille et on vous oblige à marcher en chaussures. Sur la partie serpent, on a 3 espèces de boas à Madagascar. Donc le boa reste un animal placide qu'on peut prendre dans les mains et nos guides maîtrisent un petit peu cette manipulation-là. On a un ménaran, un serpent, la ménaran, puisqu'effectivement ça veut dire rouge en Madagascar, qui est un peu agressif. Comme beaucoup de serpents, il est agressif à partir du moment où on vient le taquiner. Donc nous, nos guides, voilà, on peut, comme on l'a fait tout à l'heure, comme on l'a fait avec mon équipe là, il y a quelques jours, on l'a observé, on est resté voilà à 1 ou 2 mètres du serpent. Et puis à partir du moment où on s'excite pas, on tape pas sur le sol, lui il va pas venir vers vous. Et ça, c'est notre travail de vous emmener dans ces lieux-là en totale sécurité. Mais voilà, mis à part le crocodile, à Madagascar, il n'y a aucune espèce dangereuse et aucune espèce mortelle sur l'ensemble du pays. Alors, plusieurs questions qui rebondissent sur la question précédente, donc concernant les fêtes traditionnelles auxquelles on peut assister. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus concrètement, alors sans rentrer trop dans le détail, mais à quel type de fête on peut assister? Est-ce que c'est plutôt religieux? Est-ce que c'est plutôt carnaval? On parle de retournement des morts. Voilà, à quelle fête on peut assister et un peu quelle est la nature de ces fêtes? Je vois là effectivement la question de Jérôme là et le retournement des morts. La majeure partie des fêtes qui sont proposées aux voyageurs, mais même à titre traditionnel à Madagascar, sont axées sur sur l'approche religieuse. À Madagascar, les Malgaches, quels qu'ils soient, sont chrétiens. On a quand même une base musulmane dans la partie nord et sud-est du pays, mais en termes de proportion, on est vraiment à 80% chrétiens. Mais bien ou malgré qu'ils soient chrétiens, puisqu'ils sont chrétiens depuis très peu, depuis la moitié du 19e siècle, eh ben, ils sont quand même, ils sont restés animistes. Et le retournement des morts est une fête qui se pratique sur la partie centrale du pays, sur les Hautes-Terres, puisque les Malgaches des Hautes-Terres, donc ça concerne 2 ethnies, les Merina, les Mernes et les Betsileo, ils enterrent leurs morts, enfin ils les placent leurs morts, après les avoir recouverts de plusieurs lampes, donc c'est des étoffes de tissu en soie. Voilà, ils les placent dans des caveaux et tous les 5 à 7 ans, eh bien voilà, il y a cette fête de retournement des morts qui se passe entre le mois de juin et la fin du mois de septembre, en fonction de la partie géographique où on se trouve. Voilà, on pratique le retournement des morts. Ça dure de 1 à 3 jours en fonction de l'importance de la personne qu'on doit retourner et puis de la richesse de la famille qui veut faire cette fête-là. On peut le proposer à certains de nos voyageurs qui viennent vers nous et qui nous le demandent. Ça nous est déjà arrivé. Moi, je tiens à préciser que on ne se doit pas d'être dévoyeur à ce moment-là et qu'effectivement, quand on vient vers nous, on connaît maintenant beaucoup de familles et beaucoup de sites de par nos accueils villageois. On leur dit, ben voilà, on a 2 personnes ou 8 personnes qui viennent entre le mois de juin et le mois de septembre. Certains voudraient participer à une fête
parce que c'est réellement une fête de retournement des morts. Et on leur demande s'il est possible qu'on puisse participer ou être invité à cette fête-là. Dans 100% des cas, quand des voyageurs sont acceptés dans cette fête-là, on est très bien considéré, effectivement, qu'on soit français ou autre, hein, quelles que soient les nationalités. Si on a fait cette demande au préalable, on est vraiment très bien accepté. Ils sont très fiers de recevoir des étrangers à ces fêtes-là parce que voilà, l'idée, c'est de transmettre et ils sont très fiers de transmettre un petit peu leur culture dans ces moments-là. Des fêtes traditionnelles carnaval ou religieuses, le retournement des morts, c'est vraiment quelque chose de pieux. C'est en total respect avec les ancêtres, puisque qu'on parle du président de la République ou simple piroguier. Quand je dis simple piroguier, c'est de par la situation hiérarchique de ces personnes-là. S'il y a des personnes qu'on se doit de respecter, c'est les ancêtres. Et ça, c'est dans l'ensemble de Madagascar. Donc, effectivement, chaque ethnie a sa manière d'honorer ses ancêtres. Chez les Bars, quand on fait un trek dans le Mackay, on vous propose une approche dans une des journées pour aller voir ces tombeaux Bars, puisque l'ethnie avec laquelle vous allez passer du temps dans le trek Mackay, eh bien, c'est les Bars, B-A-R-A, et eux ont leur façon d'enterrer leurs morts. Une première approche qui est ben voilà dès le lendemain de la mort jusqu'à ses 5 ans, on va le laisser dans des caveaux à proximité du village et puis au bout de 5 ans, à partir du moment où ils estiment que la partie spirituelle va se dégager de la partie charnelle, et ben voilà, on organise une seconde fête et ils transportent ce qu'il reste du corps à l'intérieur du massif du Mackay pour les placer dans des tombeaux définitifs qui ne sont pas des tombeaux réels comme on peut l'imaginer et comme il se fait sur la partie des Hautes-Terres, comme je viens de vous en parler. Mais voilà, on les place dans des grottes qu'on vient refermer avec des murs de pierre. Donc, quelle que soit l'orientation géographique que vous allez choisir, l'idée que vous voudriez faire de vos voyages pour aller voir telle ou telle fête traditionnelle, c'est vraiment fonction de l'ethnie qu'on va aller rencontrer et puis de la période de l'année à laquelle on va y participer. C'est vaste, Madagascar, il y a 18 ethnies, c'est immense. Donc voilà, moi je vous donne des exemples. Après, voilà, quand vous passez avec Tamera, vous leur posez les questions, on travaille ensemble sur votre séjour et sur votre demande, et on est capable, en fonction de votre demande, de vous situer géographiquement et puis dans le temps sur une fête traditionnelle si vraiment c'est votre souhait de participer à une fête dans tel ou tel endroit. Il y a deux dernières questions, et donc pour rebondir par rapport à ce que tu dis, la première, c'est concernant les ethnies. Est-ce que l'ethnie tamoule est présente comme sur l'île de la Réunion ou pas? Non, pas du tout. En fait, c'est pas une ethnie, hein, c'est vraiment une branche les Tamouls à la Réunion, c'est une branche ethnique qui vient d'une île qui se situe au sud-ouest de l'Inde. À Madagascar, on n'a pas de Tamouls, par contre, on a les Karanes. Les Karanes, comme on les appelle ici, alors certains disent que c'est des Indo-Pakistanais. En fait, c'est des Indiens, enfin, c'est des gens qui originellement viennent du nord de l'Inde, à la limite, à la frontière du Pakistan. C'est pour ça qu'on les appelle des Indo-Pakistanais. Et au niveau physiologie, c'est pas du tout l'approche hindoue comme les Tamouls peuvent nous faire ressembler. Les Tamouls sont plus proches de la partie mauricienne au niveau physionomie que les Karanes. Et les Karanes, les Indo-Pakistanais qui sont présents à Madagascar, sont musulmans. Et voilà, et c'est la partie chiite du musulman qui est présente à Madagascar. D'accord. Et donc la dernière question avant de se quitter, puisque j'en vois pas d'autres. La dernière était plutôt au niveau justement sanitaire et puis voilà et de santé. Est-ce qu'il faut des vaccins obligatoires? Et puis voilà, comment est globalement en termes de santé, comment on voyage à Madagascar, notamment en termes de avec l'eau, est-ce potable, pas potable, et comment on fait en cours de trek? Sur la partie médicale, nous, on ne peut que vous conseiller d'aller voir un médecin, bien entendu.
On conseille quand même que vous soyez vacciné de la fièvre jaune. Et puis après, il faut savoir qu'à Madagascar, on a les 3 types de palud. On s'aperçoit souvent dans les treks, ça c'est bien que vous m'en parliez, puisque dans les treks, ça nous est arrivé encore cet été, où les médecins européens, ils voient Madagascar en zone rouge, donc ils vous imposent du Lariam, ce que moi j'interdis, puisque c'est trop puissant comme antipalu. Et puis, bien souvent, des gens arrivent avec la Malarone, et le problème de la Malarone, ça a des effets secondaires, et dans les trekkings, c'est à déconseiller fortement. Donc nous, on a des placebos et des propositions à vous faire avec avis médical pour éviter que vous soyez, j'allais dire, handicapé pendant vos treks. Sur la partie eau, quand vous arrivez dans les villes, nous, on vous rencontre à votre arrivée à Tana. On vous interdit de vous laver les dents ou de boire l'eau du robinet, puisque effectivement l'eau est insalubre. Quel que soit l'endroit du pays que vous allez faire avec nous, bien souvent, on retrouve des bouteilles d'eau minérale. Et puis les guides qui vous accompagnent ou les pisteurs qui vous accompagnent, quand vous êtes au restaurant, en fonction des sites et des gammes d'hôtels que vous allez choisir, on parlait de l'accueil villageois, ben nous, les accueils villageois ou les séjours chez l'habitant, on les a formés à utiliser des boissons filtrées, enfin de l'eau filtrée pour le nettoyage des aliments. Et puis quand vous êtes présent, ben voilà, on vous achète des packs d'eau, ainsi que dans les parties liaison voiture, puisqu'effectivement, bien souvent, l'eau est insalubre à Madagascar, l'eau de boisson. Sur la partie Mackay Trek à proprement dite, ben voilà, on vous propose de venir avec vos pastilles micro-pures. Et puis sinon, nous, chaque soir, on fait bouillir de l'eau. Et comme ça, le lendemain matin, vous avez de l'eau bouillie que vous pouvez utiliser à la journée. Même si on est certain qu'à l'intérieur du massif, l'eau est propre, on ne peut que vous conseiller de rajouter des pastilles dans votre eau déjà bouillie. Voilà. D'accord. Et juste par rapport à l'antipaludéen, tu disais, du coup, qu'est-ce que tu recommandes? Alors, nous là, on orientait effectivement nos trekkers sur une visite auprès de médecins. On s'est aperçu cette année, surtout sur la partie trekker, les autres séjours, ceux qui prennent de la Malarone n'ont pas forcément d'effets secondaires. On ne peut que vous conseiller de la prendre la veille au soir, c'est-à-dire pendant votre repas du soir, le dîner, parce que les effets secondaires, c'est un petit peu de la somnolence, c'est des vomissements, enfin c'est des effets désagréables. Quand vous vous levez le matin, ben voilà, tous ces effets secondaires-là, dans votre sommeil, en aucun cas, ça peut vous handicaper. Et ça vous handicape et ça c'est pas du tout contraignant dans votre séjour. Donc voilà, on vous impose de le prendre le soir. Sur la partie trekking, on s'est aperçu cette année sur deux de nos trekkers qu'effectivement, malgré qu'ils l'aient pris la veille au soir, ils ont eu au cours de leur journée voilà, des faiblesses, des vomissements et autres. On pensait que c'était l'alimentation, on pensait que c'était l'eau. Et par recoupement, alors que l'autre partie du groupe n'avait aucun problème, c'était les deux seuls trekkers à prendre la Malarone. Donc voilà, moi je suis en train de me renseigner avec un groupe d'assurance médicale à Madagascar qui, voilà, dans les jours à venir, devrait me donner des placebos. Moi, grâce ou par l'intermédiaire de Tamera, je pourrais faire une liste des médicaments adaptés et je vous conseille d'aller avec cette médicamentation-là auprès de votre médecin conseil pour qu'il vous valide un petit peu ce choix-là, puisqu'une fois de plus, moi je suis pas médecin, je peux vous conseiller sur notre vécu sur le terrain. Voilà. Plus de questions. En tout cas, mille merci Stéphane Merci à vous. pour cette présentation. Conditions pas évidentes, donc voilà, merci, ça a tenu jusqu'au bout. Mais bon, ça on peut le comprendre puisque tu es quand même à plusieurs kilomètres de chez nous. Voilà. Thibaut met
le fil là, du chat, le lien donc vers la page. Nawar, qui est en charge de Madagascar pour Tamera, reste à votre disposition si vous avez des questions autres suite à cette webconférence. Nous, on se retrouve l'année prochaine, hein, puisque c'était la dernière webconférence de l'année. Le programme est en cours de finalisation, donc il sera bientôt disponible sur le site internet, donc dans l'onglet webconférence. Voilà. Peut-être Stéphane, le dernier mot de la fin. Eh ben, à très bientôt à Madagascar. Nous, on vous attend et c'est vrai que la saison 2019 s'annonce très belle. Merci à vous, Tamera, de m'avoir proposé cet échange. Et c'est vrai que, eh ben, voilà, on vous attend à Madagascar. Très bien. Merci Stéphane et puis joyeux Noël sous le soleil. Alors. Bonne soirée. Ouais, au revoir. merci. À bientôt. Salut, bye. Salut. Ciao. Noël.